entretiens des patriotes, bonjour à tous. Raphaël Enthoven, le naufrage d'un philosophe, d'un intellectuel, et Rudy rend l'argent. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de me consacrer à cette réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Luc Tobiana, Guylaine Deplanque, Radar, des fidèles parmi les fidèles. Je les remercie du fond du cœur et je vous remercie également pour votre fidélité, votre soutien inconditionnel, pour tous les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Vous avez été très nombreux à m'écrire, vous avez été déçus par Elisabeth Lévy. Certains m'ont même dit qu'ils avaient résilié leur abonnement à Causeur. Je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que je ne connais pas Elisabeth Lévy, mais je l'ai croisée. C'était une jolie femme, sympathique, et qui avait de l'intérêt pour les idées des souverainistes, qui allaient à l'époque de Chevènement, en passant par Pasqua et Philippe Séguin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que, comme Raphaël Enthoven, quel naufrage que son intervention que je vous ai présentée hier. Allez, lorsqu'on est directrice d'un journal, on a peut-être besoin d'argent, de subventions. Ce n'est qu'une piste. En tous les cas, on est vraiment déçu par son attitude. Rudy rend l'argent, c'est le mot d'ordre sur les réseaux sociaux et la presse aux ordres tire la première et attaque Elon Musk avec ce genre d'article dans le Figaro, mais que l'on retrouve dans toute la presse. J'ai trouvé son pendant dans Europe Active, dans Le Monde, etc. L'ouragan Elon Musk n'en finit pas de déstabiliser Twitter. Avec ce genre de titre, on mesure la puissance des réseaux européistes dans la presse nationale. Breton est en conflit avec Elon Musk, la presse vient à la rescousse dans une certaine mesure de Thierry Breton. Alors, qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur? J'ai pris un autre article pour que vous compreniez mieux. Musk vire la moitié du personnel de Twitter pour améliorer la santé de l'entreprise. Le nouveau patron du réseau social veut changer de culture d'entreprise. La société va licencier la moitié de son personnel. Nous étions en novembre 2022, qui s'élevait à 7500 salariés à la fin du mois d'octobre. Plusieurs grandes entreprises ont décidé de suspendre leurs dépenses publicitaires, dont General Motors. On accuse donc Elon Musk d'avoir fait des plans sociaux, de ne pas avoir respecté ces pauvres salariés qui pleuraient lorsqu'ils ont été licenciés. Alors évidemment, on pourrait se dire Elon Musk a été d'une très grande violence avec les salariés de Twitter. Oui, mais qui étaient ces salariés de Twitter? Sur quels critères ils avaient été choisis? Beaucoup adhérer à la culture woke et surtout, ils ont collaboré avec cela. Twitter était devenu une filiale du FBI avant qu'Elon Musk ne le rachète. Ce 27 octobre, commémorons la libération de ce réseau pour que jamais le fanatisme, le sectarisme et le terrorisme intellectuel ne soient en mesure de le censurer à nouveau. Il faut rappeler quelques faits. C'est ce Twitter qui censurait tous les opposants à Joe Biden, qui censurait les électeurs de Trump. Ils ont fait en sorte de cacher au plus grand nombre l'ordinateur d'Hunter Biden et tout ce qu'il contenait, de cacher les informations sur la corruption de Joe Biden et son clan. Ils ont fait en sorte que l'élection de 2020 soit déloyale. Et que dire pendant la gestion de la pandémie? Tous ceux qui avaient de vraies informations étaient là encore censurés. Même lorsque vous évoquiez les bénéfices de la vitamine D, vous pouviez avoir votre compte fermé. Et c'était la même chose sur les autres réseaux sociaux. Vous avez donc la Commission européenne et Breton et compagnie qui célèbrent le Twitter d'antan, celui qui censurait les citoyens, qui censuraient les électeurs américains. Bravo, messieurs. Et vous essayez d'organiser une censure du 27. C'est purement énorme. Et vous avez tous les affreux, par ailleurs, qui viennent soutenir cette censure de X. Voyons voir. Ah, Raphaël Enthoven. Quelqu'un m'a dit que vous l'aimez beaucoup, la censure, Raphaël Enthoven. Alors, on va rappeler quelques tweets particulièrement immondes de Raphaël Enthoven. Bonne année à tous, sauf aux antivax qui sont vraiment soit des imbéciles, soit des monstres. Et puis le dernier, évidemment, Elon Musk a transformé ce réseau en bouche d'égout. Julien Pain et Rudy Reichstadt ont raison.
Antivax, raciste, en tout genre, climato-sceptique et membre de la secte pro-Hamas, faites-vous plaisir ce jour-là. On ne vous répondra pas, pas de Twitter Day, donc le vendredi 27 octobre. Ce tweet montre que Raphaël Enthoven s'est littéralement radicalisé. C'est un naufrage intellectuel puisqu'il ne donne pas des arguments. Il n'est capable que d'une énumération d'insultes. Et lorsqu'on insulte, c'est qu'on n'est pas capable de discuter, c'est qu'on n'a plus d'arguments. C'est ce que je constate d'ailleurs lorsque certains m'insultent. C'est comme je leur ai montré la réalité. Ils ne peuvent pas y répondre. Ils utilisent l'insulte. Et comme le souligne très bien Béatrice Rosen, ce post est totalement significatif de l'imposture intellectuelle de cette clique. Pour eux, tout se vaut. Ils mettent par exemple sur le même plan des victimes d'effets secondaires ou personnes non à risque, qu'ils appellent anti-vax et monstres, et des pro-terroristes. C'est ignoble. Ce phénomène de l'amalgame avait été utilisé, vous vous en souvenez, pour le convoi de la liberté. Ceux qui étaient contre les mesures liberticides de Trudeau étaient qualifiés ni plus ni moins de nazis ou de fascistes. Ce sont les mêmes façons de faire et cela s'appelle, de manière très simple, du terrorisme intellectuel. Et en plus, ils estiment qu'ils sont des héros. Ces petits censeurs propagandistes ont trouvé leur combat, une grève de X demain. Waouh, quel courage, de vrais héros. Ils se mettent vraiment en première ligne pour entériner le ministère de la vérité que Breton veut créer. Allez, on va finir par de la prose de notre pseudo-philosophe. Ça, j'adore ce passage. L'antivaccinisme n'est pas une opinion, c'est une maladie qui se prend pour une liberté. Ah, il psychiatrise ses adversaires comme les staliniens, et qui, depuis la pandémie, aurait des milliers de morts sur la conscience. Culpabilisation, si une maladie avait une conscience, ce que, évidemment, Raphaël Enthoven n'a pas. On ne discute pas avec un antivax. Normal, en tout cas ce qu'il appelle ennemi du pchout, il a raison, et les faits lui ont donné raison. Comment peut-il encore discuter? L'antivax est un zombie. Ah, diabolisation. On l'empêche de nuire. Ah tiens, on l'empêche de nuire. Ben, oui, c'est vrai qu'on nous avait dit qu'il fallait nous mettre dans des caves, hein, et certains même prévoyaient des camps. Dans les limbes de la loi, dans les limites de la loi, on le combat en étudiant son comportement, en disséquant ses réflexes, en se moquant de lui. Ah, c'est gentil. Est-ce qu'il voulait aussi nous faire porter certaines insignes? On se pose la question. Et surtout, on l'éloigne des hôpitaux comme on éloigne un pédophile d'une maternelle. Waouh, bravo! Alors là, ça s'appelle une amplification finale. Monsieur a fait manifestement des études, il connaît sa rhétorique. Voilà, quand on combat les grands laboratoires criminels, on est comparé à un pédophile selon Raphaël Enthoven. Alors, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est que ce monsieur prenne un traitement. Hein. Alors là, il faut 3 boîtes de pâte d'amalgame par jour, je vois plus ça. Mais il y a peut-être un problème. Est-ce que le pâte d'amalgame peut être pris avec des crêpes avec beaucoup de farine? Parce que vu ce qu'il est capable d'écrire, on ne va pas me dire qu'il était tout à fait dans son état normal. Oui, aujourd'hui, même Emmanuel Macron le dit, rends Rudy, rends l'argent. Vous avez, je pense, apprécié ce détournement amusant. Il y avait à l'époque, comment il s'appelait? Carlito et McFly, hein, le portrait. Là, c'est Rudy, rends l'argent. Alors, notre ami de Juste Milieu a posé une question assez intéressante. Il est taquin, mon Rémi de Juste Milieu, dit Nicolas Vidal. Oui, parce que Rudy veut faire la grève des réseaux sociaux. Il veut quitter Twitter. Le seul ennui, si ma mémoire est bonne, hein, comme le dit Rémi, il a touché 60 000 € pour lutter contre justement la radicalisation sur les réseaux sociaux. S'il quitte les réseaux sociaux, est-ce qu'il a touché de l'argent, comment dirais-je, très justement? Bien vu, Rémi de Juste Milieu. Je vous mets d'ailleurs l'extrait dans ma description, regardez-le, c'est un petit bijou de sarcasme et d'ironie. Vous voyez qu'il soutient Rudi Reichstadt, vous imaginez évidemment que c'est très très ironique. On va revenir maintenant sur le professeur Delfrécy. Certaines choses ne sont pas dites parce qu'on ne savait pas. L'absence de transparence est liée au fait que la science s'est construite en même temps que la pandémie. Les vérités de Jean-François Delfrécy, l'ex-président du Conseil scientifique. Et il a été particulièrement heureux, ce Delfrécy, lorsqu'il a vu que les confinements fonctionnaient, qu'ils avaient cassé la courbe. Casser la courbe,
terrible d'en être encore là en 2023, nous dit Max. Les données n'ont pas pu prouver que le confinement cassait des courbes, conférait Ben David, et toutes les études à ce sujet, et même Ionidis. Il le sait, mais impossible d'admettre sa faute à cause de ses conséquences graves, excessivement graves. Les cancers non diagnostiqués, la santé mentale, le problème chez les adolescents. Mais de quoi peuvent-ils se féliciter, Jean-François Delfraissy, Olivier Véran et consorts? Lorsqu'on regarde les sites qui mesurent le Covid dans le monde, la France est 3e, alors que nous avons une population de plus de 60 millions d'habitants. Alors, au-dessus de nous, il y a bien les USA, l'Inde, mais on est en dessous de la Germanie, le Brésil, la Corée, et le nombre de morts par habitant est très supérieur à certains pays. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Et lorsqu'on regarde par exemple le nombre de cas par jour, qu'est-ce que l'on constate? Quand la population est vaccinée, il n'y a jamais eu autant de cas. Avoué en 2023, oui, le vaccin ne protégeait pas beaucoup de la transmission, c'est un doux euphémisme, puisque tout était prouvé depuis très longtemps. Lorsqu'on regarde les morts en France, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, qu'il y a eu pas mal de morts jusqu'en 2020, 2021. On voit que cela commence à baisser, mais en 2022, alors que la population est vaccinée, alors que l'Omicron est 10 fois à 20 fois moins létal selon les estimations, on a toujours un haut taux de mortalité. Et puis, quand on compare la mortalité avec la Suède, qu'est-ce que l'on constate? Que ça fait une sorte de château. Je vous remets la mortalité française à côté. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'on a strictement les mêmes pyramides en quelque sorte. Alors, expliquer qu'ils ont cassé la courbe, c'est véritablement une escroquerie. Voilà, bien malin celui qui pourrait distinguer les pays qui ont confiné de ceux qui n'ont pas confiné en regardant les schémas de mortalité ou de contamination. Vous comprenez mieux dans ces conditions pourquoi ils avaient une hargne, que dis-je, de la haine contre la Suède, parce que la Suède montrait que les confinements étaient littéralement inutiles. Inutile peut-être pour lutter contre la contamination, mais pour accélérer les cancers, les dépressions et tous les problèmes, là, c'est très utile. Delfraissy ne peut pas le reconnaître, sinon il pourrait peut-être plus dormir jusqu'à la fin de ses jours. Et la presse nous apprend encore de drôles de choses sur ce pchout. Cela vient de CNN. Les injections de Covid peuvent légèrement... Alors les injections... Le pchout, peuvent légèrement augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées, en particulier lorsqu'elles sont administrées avec certains vaccins contre la grippe. On espère que l'adverbe légèrement ne se transforme pas avec le temps en un autre adverbe, bien plus lourd celui-là. Je vous avais parler de Maître Brouza, puisqu'il avait été l'invité d'Idriss Aberkane. Il était hier au micro d'André Berkoff et il a repris sa démonstration sur les contrats Pfizer signés avec l'Afrique du Sud. Si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à aller regarder dans ma description, je vous mets l'extrait, j'en ai encore parlé hier. Lorsqu'on veut résumer cette histoire, nos adversaires expliquent qu'ils sont du côté de la science, l'optimisme de la science, et nous serions du côté de l'obscurantisme. Lorsqu'on regarde les gens qui sont dans notre camp, professeur Raoult, professeur Perron et consorts, on s'aperçoit donc que c'est une aversion accusatoire. Car les médecins qui se prétendaient de la science n'avaient pas un niveau, comment dirais-je, épatant. Non, il ne s'agit pas de la science. Ce mot science, qu'est-ce qu'il cache? Eh bien, il cache deux choses. D'abord, du commerce, c'est ce que montre Maître Brouza, c'est une affaire de gros sous, de rétrocommission, de dessous de table. On aimerait bien, par exemple, que Van der Leyen nous montre les dessous de la négociation avec Pfizer, qu'elle nous montre ses SMS. Et puis, il y a de l'autre côté la politique d'Emmanuel Macron, qui a joué évidemment, comme d'habitude, l'esbrouf, la mise en scène, la mascarade. Et derrière, il y avait tout le globalisme, puisque cette pandémie a été gérée dans une certaine mesure par l'OMS. Et là, on a peut-être notre avenir qui se dessine. Si on laisse le globalisme s'installer,
nous risquons de revivre au jour le jour ce que nous avons vécu avec la pandémie. Et c'est pour cette raison qu'il faut lutter le plus possible contre Breton et consorts. Thierry Breton, l'Union européenne est aujourd'hui la première démocratie du monde libre à avoir mis en place une régulation de nos réseaux sociaux depuis le 25 août. Son discours est très intéressant parce qu'il est un peu redondant. L'Union européenne, la première démocratie, non, ce n'est absolument pas une démocratie puisque des personnes non élues comme Thierry Breton peuvent prendre des décisions contre lesquelles on ne peut strictement rien faire, nous, les peuples. C'est encore un système orwellien, un système de dingue. Il a besoin du monde libre. Et puis, lorsqu'il dit avoir mis en place une régulation de nos réseaux. C'est assez étonnant parce qu'il y a d'autres pays qui ont mis en place des régulations de réseaux. Cela s'appelle des dictatures. C'est-à-dire que Thierry Breton explique que comme d'autres dictatures, ils sont en train de réguler les réseaux sociaux. Aux États-Unis, ils ne peuvent pas justement parce qu'il y a l'amendement numéro 1 qui laisse la liberté aux citoyens. Oui, ils veulent nous contrôler, peut-être pour mettre en place ce que Florian Philippot écrit dans son post, et c'est très grave en effet, à relayer massivement s'il vous plaît. La Commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen vient de voter un projet de réforme des traités européens qui transformerait officiellement l'Union européenne en un État, effaçant la France et nos pays. Commission européenne transformée en un gouvernement de l'Union européenne, suppression de tous les droits de veto nationaux, environnement désormais une compétence exclusive de l'Union européenne, santé, éducation, compétences nouvelles de l'Union européenne, défense, politique étrangère, frontières, l'Union européenne prend officiellement le pouvoir vers une armée européenne. D'ailleurs, Thierry Breton avait appelé à la construction d'un porte-avions. Bien sûr, tout ça sans élection, sans peuple européen, sans avoir demandé leur avis au peuple. Là, le Frexit, c'est plus qu'une urgence. Et vous savez, ce qui me désespère, c'est qu'il y a des gens qui trouvent Thierry Breton formidable, qui pensent que Emmanuel Macron est un type épatant et que Van der Leyen, quelle femme extraordinaire. Les médias traditionnels ont véritablement conditionné une grande partie de nos compatriotes. On va ouvrir maintenant la page internationale. J'ouvre le Figaro ce matin et je tombe sur cet article. Guerre en Ukraine, la Russie exécute des soldats qui refusent d'obéir aux ordres, accuse la Maison-Blanche. Les députés russes ont en outre approuvé jeudi en première lecture le projet de loi du budget 2024-2026 prévoyant une envolée de 70% des dépenses militaires l'an prochain. Guerre en Ukraine, pourquoi l'impressionnante hausse du budget de la défense russe est un trompe-l'œil. Donc quand ils augmentent leur budget, c'est un trompe-l'œil. Vous connaissez la presse aux ordres, c'est que les nouvelles doivent être très bonnes pour la Russie pour qu'ils arrivent à écrire de telles sottises. Allez, on va voir notre ami Hervé Carès, il va nous renseigner certainement. Les troupes russes ont percé au sud d'Avdiivka, motivées par les unités barrières qui les descendent au moindre signe de recul, armées de pelles, saoules, encombrées de machines à laver, commandées par des abrutis marchant sur les corps de leurs camarades, au moins 10 000 morts selon Alla Poédi, qui se sont jetés presque nus sur les barbelés, faute de treillis à leur taille. Des positions ukrainiennes, ils ont réussi à avancer de 10 mètres. Second degré, je précise, car apparemment certains le comprennent au premier degré, c'est dire. Et oui, Hervé Carès s'est amusé à parodier LCI. Ça fait du bien de temps en temps de se lâcher. La réalité, elle est tout autre. Puisque nous avons eu ce narratif, les Russes exécutent les soldats qui ne veulent pas aller au front. C'est l'article que je vous ai présenté dans le Figaro. Eh bien, la réalité est évidemment tout autre. On se demande comment les Russes font pour recruter près de 350 000 volontaires à une époque où tout se sait via les réseaux sociaux, comme Telegram par exemple. Mais ce n'est pas grave, c'est aussi avéré que les fioles de sarin de Colin Powell à l'ONU pour justifier la guerre en Irak. Alors vous avez compris, les nouvelles sont très mauvaises pour Kiev, il faut donc les cacher par un narratif absurde. Quelle est cette bonne nouvelle ? Eh bien c'est que la ville d'Avdiivka est presque encerclée et qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir pour la garnison ukrainienne. Il faut donc faire en sorte que l'opinion mondiale ne voit pas ce désastre ou préparer gentiment l'opinion mondiale à la défaite de Kiev. On va changer de région des deux conflits. La presse israélienne titre « Tsahal élimine 5 commandants du Hamas ».
Quand l'armée israélienne met hors de combat ceux qui sont responsables du 7 octobre, je pense que tout le monde peut être d'accord. Mais voilà, tous les enfants qui meurent ont-ils, comme nous le dit Maria Zarakova, une nationalité? Parce que nous sommes en train d'assister à une catastrophe humanitaire qui scandalise l'ensemble de la planète, à tel point que nous avons vu les pays arabes et Israël s'affronter à la tribune de l'ONU. Représentants israéliens et arabes ont échangé de vives accusations le 26 octobre à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se penche à son tour sur la guerre entre Israël et le Hamas après l'échec du Conseil de sécurité à agir. Et puis nous assistons également à une forme d'embrasement. Conflit Israël-Hamas. L'armée américaine frappe des installations pro-iraniennes en Syrie. L'Union européenne appelle à des pauses pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Les titres sont de plus en plus catastrophiques. Et cette catastrophe était largement prévisible. Alexandre Delval nous l'annonce depuis quelques années. L'Occident, en particulier les États-Unis, a joué avec le feu en soutenant par calcul cynique les islamistes contre les nationalistes arabes, à l'instar de Netanyahou, qui a trop laissé faire le Hamas pour affaiblir l'OLP. Et à chaque fois, les djihadistes se retournent contre ceux qui les ont nourris. Et ce sont les civils, en premier, qui en subissent les conséquences. Ce qu'on espère, c'est que Vladimir Poutine arrivera à calmer les Iraniens qui sont dans les BRICS, qu'il arrivera également à négocier entre les Israéliens et la branche politique du Hamas, parce que maintenant, il n'y a plus d'autre solution. Mais nous avons un sauveur en France. Non, souvent on se moque de lui, mais Emmanuel Macron, quand même, il a été capable de rejouer le rôle de Chirac. Là, c'est quand même assez énorme. Il nous fait une Chirac. Quel pitre ce président. Il ne cherche que le buzz. Échange tendu entre Emmanuel Macron et les services de sécurité israéliens. C'est fou. Le monde est une sorte de scène où il doit absolument se mettre en valeur, en espérant peut-être gagner quelques points dans les sondages. Mais ça ne passe plus. C'est devenu vraiment le bouffon du monde. Toute la presse internationale dit ce que nous répétons sur cette chaîne depuis de longues années, j'ai envie de dire. Faible, naïf, inefficace. À l'étranger, le diplomate Macron, remarquez bien les guillemets ironiques, en prend pour son grade. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, au revoir.